Bonjour les Itata, très heureux de vous retrouver pour Ces affaires nous. Aujourd'hui, je reçois un homme politique martiniquais bien connu. Bonjour Guy Lordino. Bonjour Jean-Marc Coumel. Comment allez-vous? Je vais bien. Je Alors, suis en bonne santé dans cette période de Covid. J'ai jusqu'ici été complètement épargné, donc je vais bien, je m'occupe de mon jardin, ça va. Alors, vous avez un petit peu dévoilé la réponse à la question que je vais vous poser. Je dis un homme politique martiniquais bien connu, mais qui aujourd'hui a pris beaucoup de recul par rapport à la politique. Depuis 2010, j'ai totalement abandonné la vie politique. Je suis de manière occasionnelle ce qui se passe pendant les élections. Et puis, cela fait 12 ans que je n'ai pas mis les pieds dans un bureau de vote. Mais par contre, vous faites votre jardin, vous êtes découvert la main verte ou vous l'aviez déjà? Dans mon enfance, mon père m'avait habitué à aller avec lui au jardin, il cultivait des bananes, et ma mère de la laitue, des oignons, des choses comme ça. Donc je pratiquais avec eux. Mais j'ai abandonné totalement ça depuis que j'ai quitté l'école primaire à Pin-Sucre jusqu'à la fin de ma vie politique, pour ainsi dire. Hein. J'ai repris cela avec beaucoup de plaisir en 2008 et je me retrouve dans mon jardin. C'est très agréable. Alors, les Martiniquais ont connu l'homme politique, mais ils n'ont pas forcément connu l'homme. Donc, on va refaire avec vous votre parcours et on commence par Kimonoye. Alors, Guy Lordino, qui êtes-vous, Kimonoye? Ben, je suis un Martiniquais de la campagne. Je suis né il y a bien longtemps, c'était en 1944, et au moment de ma naissance, mon père était dans son salon avec celui qui est devenu mon parrain, et ils étaient étonnés de voir que j'étais né à midi pile. À midi pile, le 30 janvier 1944. Donc, c'était quelqu'un qui allait avoir un avenir extraordinaire d'après eux. Bon, finalement, j'ai grandi dans cette école, dans ce quartier Pin-Sucre, où j'avais beaucoup de camarades, bien évidemment, mais avec une particularité. Moi, j'étais le fils du directeur de l'école du quartier, Richard Lordino. Eux étaient les fils des ouvriers agricoles, des petits planteurs qui étaient dans le secteur. Mais les temps étaient difficiles. Il n'y avait pas, la santé n'était pas prise en compte comme elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas de sécurité sociale. Si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas acheter manger, vous ne pouvez pas faire soin et chou. Bon. Beaucoup d'habitants de Pin-Sucre avaient des petits jardins, avec le jardin, oignons, laitue, tomates, choux, dachines, comme ça. Donc, pour nourrir la famille, mais également pour vendre le complément et s'acheter des vêtements, enfin pour s'occuper des enfants. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai grandi, que j'ai évolué à l'école de Pin-Sucre jusqu'au cours moyen de deuxième année. Vous êtes un vrai Samaritain. Je suis un authentique Samaritain et je suis né au quartier Pain de Sucre et tout le monde qui passe à Sainte-Marie voit ce pain de sucre qui symbolise la Martinique tout entière, mais Sainte-Marie fondamentalement. Alors, on va retracer ce parcours, le parcours du jeune Guy Lordino jusqu'à aujourd'hui, et on va le faire à travers différentes photos, et vous allez voir donc derrière moi cette première photo, qui est en fait une espèce de florilège de photos de votre jeunesse, que je vous laisse commenter. D'accord. Alors là, c'est le Guy Lordino étudiant. Un jeune homme extrêmement timide. Là, ces photos sont prises à Montpellier, où j'ai fait mes études. Et j'ai découvert, ils sont arrivés un peu plus tard que moi, on a lié amitié, deux amis, François Selmin, Guy Emmanuel. Et ils étaient étonnés de voir ce petit jeune homme qui marchait les mains dans les poches, comme s'il était affranchi. Mais c'était la première fois que je mettais un pantalon pour partir faire mes études à Montpellier. C'était un choc pour tout le monde. Bon, et j'étais très timide, je ne mettais jamais les mains dans les poches. Enfin bref, ils ont découvert un jeune homme qui s'est progressivement émancipé. Alors là, sur la plage de Palavas, pas très loin, on y allait pendant la période d'été. Là, sur la Volkswagen Sentier-Doucine de Monte-Capron, sur l'Automona. Et puis là, j'étais là en réflexion. Et puis là, en plein hiver. Et puis la mobilette, là-bas, c'est la mienne. C'est avec elle que j'allais au cours, bien évidemment. Et puis là, c'est un petit peu plus tard, quand je suis revenu de mes études, au moment du carnaval, il m'arrivait de participer, bien évidemment. Et la belle mariée que vous voyez sur la photo, c'était moi. Alors, on découvre là un jeune homme étudiant plutôt timide, vous l'avez dit, mais l'enfant, lui, était comment? L'enfant était encore plus timide. J'ai eu
Du moins, mes parents ont eu 9 enfants, la dernière est décédée. On va voir vos parents d'ailleurs en photo. Et décédés, 5 garçons et 3 filles. Les garçons étaient délurés, ils faisaient tout ce que font les jeunes garçons, mais moi j'étais très timide et j'étais plutôt avec les filles, toujours à la maison. Donc j'ai grandi comme ça, donc jeune garçon, très très timoré, timide en même temps, n'osant même pas flirter avec les filles à l'école primaire. Hein. Il y avait des filles que j'aimais voir, mais je n'osais pas leur dire. Enfin bref, vraiment très très timide, complètement effacé. Et c'est arrivé au lycée que je me suis un petit peu émancipé, sans toutefois aller vers les filles, parce que là encore la timidité était trop forte. Il y avait 2 belles filles qui, en terminale avec nous, l'une s'appelait Annick et l'autre, m'a oublié le prénom, mais je les aimais beaucoup, mais Herminie l'autre, mais je n'osais pas aller vers elle leur déclarer ma flamme. Ce qui fait que bon, j'ai terminé mes études au lycée comme je suis né, c'est-à-dire sans avoir connu aucune relation avec une fille. Voilà. Alors, et vos parents, on va les voir en photo également. Vos parents, Riffard, j'ai retenu notamment le prénom de votre papa, puisque vous lui avez consacré un livre. Oui. Et là, on les voit, alors voilà, c'est une photo relativement plus récente. C'est une photo, mon père, Riffard, ma mère Nelly, qui encadre Guy Lordino, le tout nouveau maire de Sainte-Marie, qui avait été élu en 1983. Ah, c'était au moment de votre élection. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, Riffard, un homme extrêmement sévère, extrêmement Donc, 1989 de mémoire, hein, Guy Lordino. 1983. Ah, 83, pardon. Oui. Donc, mon père était fils d'un exploitant agricole, Augustin Lordino. Sa femme, on l'appelait Maman Tintin, elle était d'ailleurs ma marraine. Et Riffard avait reçu une éducation très stricte. Et ses parents avaient voulu absolument qu'il devienne un notable dans la commune. Et c'est la maman qui tenait ça. Donc Riffard était choyé parmi tous les enfants, mais tout en étant choyé, il fallait qu'il fasse les travaux que faisaient tous les enfants de son âge. Par exemple, au moment de la récolte, il était qu'à Couritiban, alors qu'il allait amarrer les cannes, les tiges de canne pour charger. Donc il faisait tout cela, mais c'était un excellent élève. Excellent élève et il est allé après au cours complémentaire à Sainte-Marie, ce qu'on appelle aujourd'hui le collège, avec pour la maman une volonté de faire apparaître son fils comme quelqu'un de très bien, de très aisé. Donc, monsieur était né en short kaki et puis en t-chemise kaki, que tous les soirs, sa maman lavait et repassait avec le fer, on l'appelait un coco-fer, elle repassait le fer, elle repassait le vêtement, donc tous les matins, il était correctement vêtu, contrairement à d'autres camarades, donc c'était déjà quelqu'un qui pesait. Et cet homme-là, très vite habitué aux gens du quartier, c'était le quartier Pérou à l'époque, toujours à Sainte-Marie, habitué à voir la dureté de la vie pour tout le monde, s'est dit, bon, il faut que je fasse quelque chose et il faut que j'adhère au Parti communiste. Ce qu'il a fait. Alors, malheureusement, ou heureusement, sa mère était très pratiquante, très pieuse. Et ses filles étaient très proches de l'archevêque de l'époque, Varin, Varin de la Brunelière. Et monsieur dit, communiste, la religion, on ne connaît pas. Alors, maman t'a dit, c'est moi qui fais plus, monsieur. Elle dit, bon, finalement, bon, allez. Tout le monde, on écoute Riffard, mais la messe reste sacrée. Donc Riffard a pu s'émanciper, et puis il nous a transmis, à nous, ses enfants, à moi en particulier, cet attrait vers les autres, pour les aider à transformer, à grandir dans leur vie, enfin, à emprunter, comme on dit, un ascenseur social. Et donc, c'était cela. Alors, et votre maman? Et ma maman, alors, elle était un peu triste parce qu'elle était elle-même bien pieuse, même si elle n'allait pas à la messe, parce qu'avec 8 enfants, elle avait trop à faire à la maison pour aller à la messe. Mais elle nous envoyait à la messe le dimanche, nous allions à la messe, très bien. Et arrive le moment où je dois faire ma première communion. Et là, il y a une retraite de 3 jours à effectuer. Donc, ma maman me prépare pour la retraite. Papa m'a dit, qui ne va pas à l'école aujourd'hui? Je me suis déshabillé, je suis allé à l'école, donc je n'ai pas pu faire ma première communion. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas faite. Et ma mère, on a été très très déçus, mais finalement,
à l'époque, on s'inclinait devant le mari, hein, pas de problème. C'est pas monsieur qui a commandé et puis terminé, tout le monde obéit. Donc voilà comment j'ai été élevé dans ce cadre-là, avec une mère très très proche de nous, un père très sévère qui exigeait que nous travaillions à l'école de manière qu'on soit les premiers, peut-être. On n'a pas été les premiers. Il y a eu notamment un élève qui a été beaucoup plus brillant que nous, qui a été Sylvain Faraudière. Il a été inspecteur d'académie. Absolument. Bon, lui, il habitait le quartier reculé, il venait 3 km à pied pour l'école. Enfin bref, il a bien réussi. Mais pour que nous soyons très bons, mon père n'hésitait pas à utiliser les moyens pédagogiques de l'époque, c'est-à-dire le bâton. Oui. Alors, bâton, encore c'est mon là. Et ma mère, après l'école, elle prenait sa pommade Végébaume et puis elle appliquait sur les plaies, quelquefois, que mes frères avaient eu. Moi, j'ai pas eu. Il a eu un peu pitié de moi. Il était déjà un peu fatigué, peut-être, qu'il était le 4e garçon. Oui. Bon, alors, j'ai pas eu trop de bobo à cause de ça, mais c'était une excellente ambiance. Une camaraderie fraîche, franche à l'école. Vraiment, ce sont des moments très heureux que j'évoque quelquefois avec mes enfants, avec beaucoup de nostalgie, de plaisir. C'était une belle époque. Alors, vous l'avez dit, vous avez été un jeune homme très timide, ce qui ne vous a pas empêché de vous marier, comme on va le voir sur cette photo. Oui, oui. Voilà. Et on le verra tout à l'heure, d'avoir beaucoup d'enfants. Voilà. Alors, décrivez-nous ce mariage. En quelle année? Alors, j'étais étudiant, donc je suis arrivé à Montpellier en 1961. Et puis en 1963, il y a une jeune fille du Morne-Rouge qui arrive. Bien, elle me regarde, bon, j'étais déjà un peu plus affirmé, elle dit, ça monsieur, bref, monsieur, mon café intéressant d'après, quoi, bon. Et finalement, l'intéressant, bon, j'ai commencé un petit peu à m'éveiller, et puis on s'est parlé, et puis ça a été plus loin, et puis on s'est mariés, en 1966. Et vous étiez encore étudiant, donc? J'étais encore étudiant. Nous sommes venus en Martinique, on ne venait pas tout le temps en vacances, hein, on venait tous les 2-3 ans. On est venu en Martinique, nous nous sommes mariés au Morne-Rouge, elle est du Morne-Rouge, c'est une demoiselle Malidor. Et puis nous avons eu, à la suite de ça, 5 enfants, un garçon, puis 4 filles. Et mon Dieu, ça fait combien? C'était en 1966, maintenant ça fait 56 ans qu'elle m'accompagne dans la vie. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des difficultés comme dans tous les couples ici. Enfin, difficultés pas entre nous, enfin pour les difficultés de la vie, pour nous, pour les enfants et tout le reste. Il y a eu un épisode un peu très très difficile. Ça fait 2 ans. J'ai perdu une fille. Bon, qui avait un gamin. Le gamin a aujourd'hui 12 ans. Donc c'est un moment extrêmement douloureux, difficile, que nous avons surmonté ensemble, mais ça t'aide, parce que finalement, on ne s'attend pas à enterrer ses enfants, on s'attend à ce que ce soit eux qui nous enterrent. Bon, là, c'était... Mais enfin, ça va. Vous étiez, alors, avant de voir la belle photo de famille que vous nous avez transmise, je reviens rapidement sur vos études. Vous avez fait des études de pharmacie, c'est ça? J'ai commencé des études de sciences naturelles. Au départ, j'ai un oncle qui souhaitait que je devienne médecin. Ça ne m'intéressait pas. J'ai dit, je fais des études de sciences. J'ai fait 2 années en fac de sciences, en faculté de sciences, et puis finalement, je suis allé en faculté de pharmacie, où j'ai rejoint cette jeune fille du Morne-Rouge qui m'avait devancé, qui est également pharmacienne. Elle a terminé 1 an avant moi. Donc, nous avons fait nos études parallèlement donc, à Montpellier, puis nous sommes revenus ensemble, nous sommes installés à Sainte-Marie. Je parlais tout à l'heure de votre famille, donc on la voit derrière moi, Guy Lordino, donc 4 filles et un garçon et plusieurs petits-enfants. C'est cela. On voit derrière donc, les 5 enfants, toutes dans dehors, il y a une bonne ambiance le moment où on fait cette photo. La jeune femme avec le polo noir, c'est mon épouse. Elle a quand même 70 ans, mais bon, les enfants, grâce à l'amour dont ils l'entouraient, l'ont gardée très très jeune. Et puis à côté d'elle, il y a moi, et sur mes genoux, Yannick, qui est le fils de la petite dame avec le polo vert. En dessous, il y a, derrière ma jeune épouse, il y a Sonny, qui est un champion cycliste, et fils de Régine, celle qui est à droite, et Kezia, qui est le fils de Didier. Sur la photo, il manque
un deuxième fils, Didier Kimani, et l'aîné de Didier, qui a 27 ans, qui est Dimitri, voilà. Alors, avec mon âge et quelques absences, de temps en temps, les mots ne reviennent pas toujours quand il faut. Voilà. Oui. Donc une famille donc de 5 enfants. 5 enfants et puis 5 petits-enfants. Quelle éducation ont-ils reçue de la part de monsieur et madame Lourdineau? Bien, ils ont la gentillesse de dire qu'ils sont dans une famille exceptionnelle où la cohésion est totale. Un pour tous, tous pour un. Il y a vraiment une ambiance extraordinaire dans cette famille et nous sommes particulièrement soudés. La mère était très exigeante. Au travail scolaire, c'était elle qui s'en occupait, puisque pendant une bonne partie du temps, moi j'étais pris à l'extérieur sur les autres Samariques, les autres Martiniquais. Et ils ont fait un bon parcours scolaire, tous. Et ils sont toujours tous très respectueux des gens et toujours portés vers les autres, aider les autres, le partage. La fraternité, c'est des valeurs qu'ils ont reçues, que j'avais moi-même reçues de mes parents. On les a transmises et ça marche très très bien. Voilà. Oui. Alors vous le disiez, hein, on va voir la photo suivante, vous le disiez, vous avez perdu une fille il y a 2 ans, oui. Un souvenir encore très, très douloureux. Oui. Nous sommes une famille très heureuse, mais bien évidemment, il y a des circonstances où ce bonheur disparaît et est remplacé par une émotion et une douleur très profonde. La jeune femme ici en robe verte est décédée d'un cancer, voilà 1 an et demi, c'était ma fille Nathalie, et devant elle, il y a son fils qui a aujourd'hui 12 ans. Ça a été un moment extrêmement difficile pour nous, puisque bien évidemment, les parents s'attendent à être enterrés par leurs enfants et non pas à les enterrer, quoi. Mais nous avons bien sûr tous ensemble surmonté ça et nous avons toujours le sentiment qu'elle est parmi nous. Et son fils parle d'elle comme si elle est vivante. Vraiment, c'est une grande joie pour nous de voir comment il a supporté la disparition de sa maman. Et il est bien entouré puisqu'elle avait 3 sœurs, enfin elle a 3 sœurs. C'est cela. Et un frère, donc, oui. Et puis les grands-parents qui choisent le fils. Oui, avec un petit changement quand même, parce que ma fille vivait en Guadeloupe et le père est en Guadeloupe. Donc le gamin vit avec son père en Guadeloupe, et vraiment c'est une entente parfaite entre les deux et il va très très bien. Et on va régulièrement le voir, bien évidemment, et lui il vient pendant les vacances scolaires, mais ça va bien, ça va bien. Nous avons retrouvé cette harmonie, cette cohésion qu'il y avait entre nous et ce tous pour un pour tous, quoi. Voilà. C'est toujours une épreuve terrible pour des parents, comme vous le disiez, de perdre une fille. On se reconstruit comment? D'abord par la solidité familiale, la solidarité familiale plutôt? Oui, c'est d'abord ça. D'abord ça, on sait qu'on peut compter sur tous les autres et très curieusement, elle est partie, mais on a le sentiment qu'elle est là. Je suis allé la semaine dernière en Guadeloupe, c'était l'anniversaire du petit-fils, et naturellement, quand nous allons en Guadeloupe, nous allons dans ce qui était la maison de Nathalie. Bon, j'y étais tout seul un certain temps, puis Didier, le fils, est venu avec ses 2 enfants, mais nous avions toujours l'impression qu'elle était... Quand on ouvrait une porte, elle était derrière. Et ça ne crée pas de douleur, mais ça nous met dans un état que je ne peux pas décrire. Mais on accepte, on comprend. Elle est partie, on ne va jamais la revoir, lui parler, la toucher, mais elle est là et elle suit notamment l'évolution de son fils. Et bon, évidemment, on ne souhaite pas la perte d'un enfant pour connaître ce sentiment, mais c'est un sentiment qui est très fort, très étonnant et qui nous fait à tous du bien. On va avoir un dernier cliché sur cette rubrique Kimounouye et Guy Lourdineau, plus heureux celui-là. C'est le Guy Lourdineau footballeur. Voilà. Alors j'ignorais que Guy Lourdineau aimait le football, sauf si c'était une photo circonstancielle. Non, alors depuis tout jeune, j'ai été à l'école de Pensuc, il y avait une équipe de football qui s'appelait l'Envol. L'Envol de Pensuc, il y avait des tournois entre écoles. Et j'étais avant-centre dans cette équipe, un brillant avant-centre, disait-on, mais je dis que l'époque était difficile, les conditions d'hygiène étaient très mauvaises, et il y avait ce qui s'appelait des chics.
des puces qui entraient dans les... Bon, alors, moi, comme tous les autres gamins, j'étais pieds nus, on jouait pieds nus d'ailleurs, et j'avais des chics dans les pieds. Les chics de la puce, elle pond des œufs et ça fait une espèce de petit sac. Alors, je suis en train de jouer au foot, bon, vous l'avez arrivé, je ne cache pas, pas me foutre, je me cache un coup de pied. Un coup de pied, et puis en même temps, des chics s'en vont. D'accord. Donc, évidemment, à cause des chics, mes performances n'étaient pas très, très brillantes. Ce qui fait que j'ai changé. Je ne suis plus resté à l'avant-centre, je suis passé à l'arrière. Et j'ai joué au foot quand j'étais juste après mon retour en Martinique. Oui. Tout jeune pharmacien, je jouais avec des amis à Sainte-Marie, j'étais défenseur et j'étais surnommé le mur de Berlin, pour dire à quel point les choses étaient. Oui, oui, tout à fait. Vous cadenassiez la défense. Voilà. Et là, c'était avec la mission locale dont je faisais partie, j'étais le président. Nous avions rencontré d'autres équipes et j'étais là à l'équipe. Nous avions d'ailleurs perdu le match contre une équipe beaucoup plus entraînée que nous. Mais j'avais eu l'occasion de marquer un but puisqu'il y a eu un penalty. Et j'étais moi, puisque c'était moi le président. Donc alors, vous l'avez dit au tout début, aujourd'hui, votre passe-temps favori, c'est le jardinage. Oui. Qu'est-ce que vous y puisez en faisant votre jardin? Qu'est-ce que vous puisez dans cette activité-là? D'abord, on n'a pas de photo malheureusement, mais bon. Oui, oui. Puisque comme j'y vais tout seul, puis bon, encore qu'il y a des photos, puisque quelquefois mes enfants, enfin j'ai une brouette bien sûr, et quelquefois ce sont des enfants que je promène dans la brouette. Et quand je suis fatigué, c'est moi-même qui suis étalé dans la brouette, etc. Donc, mes enfants ont eu l'occasion de me surprendre dans cette position de repos en brouette. Mais bon, voilà. Mais d'abord, l'énergie de la terre. Quand on marche pieds nus dans le sol, on sent monter des choses, là, et ça vous revigore. Et puis, on a l'esprit parfaitement détendu, on pense à toutes sortes de choses, on n'a pas l'esprit fixé sur telle ou telle chose. Quand on a un objectif à remplir, on se dit, tiens, je vais y penser. Donc, pendant qu'on cueille des cocos, on coupe des cocos, on nettoie, on cueille les gombos, enfin bref, on nettoie le jardin, les dachines, on nourrit les poules. Bref, pendant qu'on fait ça, bon, l'esprit travaille détendu et puis on a des solutions aux questions qu'on s'est posées. Donc c'est vraiment très très reposant. Et puis après, bien évidemment, quand on est à table, on consomme les légumes produits dans le jardin de la maison, donc évidemment, rien pas belle c'est ça. Très bien. On continue à parler de vous, Guy Lordino, à travers la rubrique Matinique. Vous êtes un Martiniquais, fier d'être Martiniquais. On va voir que vous avez parfois pris des positions qui ont été vivement critiquées. On va y venir tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui du pays Martinique? Il est en grand danger. Il est quasiment en perdition. Nous avons plus de 3000 jeunes qui s'en vont chaque année parce que le pays ne leur offre rien du tout. Et à ce rythme-là, dans 60-70 ans, il n'y aura pratiquement plus de Martiniquais. La population elle-même va diminuer parce que les jeunes font des enfants, mais pas chez nous. Les vieux, évidemment, ils meurent. Donc, on pense qu'à la fin de ce siècle-là, il n'y aura pas 200 000 Martiniquais. Avec le fait qu'aujourd'hui déjà, l'arrivée de... On va y revenir dans un instant, Guy Lordino, puisqu'on a justement une photo, mais globalement, vous êtes inquiet pour le pays Martinique. Inquiet pour le pays Martinique. Que le pays dérive. C'est le terme. Le pays dérive. Le pays dérive. On est sur une mer houleuse et il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de cap. On va à volo. Quand on regarde ce qui est fait, ce qui est proposé, on se dit qu'on comprend pourquoi autant de Martiniquais refusent d'aller voter parce qu'ils ne sentent pas qu'il y a une direction dans le pays. Donc ça me chagrine énormément, ce qui m'amène de temps en temps à publier des réflexions sur le devenir de notre pays. Et à publier des livres aussi, on va le voir. Vous avez publié notamment un livre dont le titre est explicite, lutter sans cesse. Oui,
C'est mon père qui On a aimait la nous répéter couverture, ça. d'ailleurs. Oui, lutter sans cesse, qui aimait nous répéter cela. Donc, je raconte dans ce livre mes 25 ans de vie à la mairie. Et puis, quelques difficultés, les difficultés que j'ai rencontrées à cette occasion-là. Et puis, il y a dedans, pas un espoir, mais un chemin, une voie d'espérance. Bon, qui n'est pas suivi par grand monde, bien évidemment, aujourd'hui, puisque bon, les motivations, me semble-t-il, des élus aujourd'hui ne sont pas celles des élus de l'époque. On a davantage besoin d'être élu pour bénéficier d'un pouvoir et d'indemnité que pour servir le peuple. Servir le peuple, c'est exigeant, c'est difficile, c'est quelquefois ingrat et payé d'une grande ingratitude, mais c'est ce qui fait la noblesse de l'action politique. Hein. Bon. Ceci, on ne le voit pratiquement plus aujourd'hui. Donc ça me chagrine profondément. Je reviens sur une période, Guy Lordino, que vous avez très bien connue. On va la découvrir à travers cette photo. C'était 1993 ou 92, pardon, l'occupation de l'aéroport par les producteurs de bananes. Oui. À l'époque, leur production était particulièrement menacée, notamment par les productions non européennes, on va dire, oui. globalement. Et vous avez voulu qu'on diffuse cette photo. Pourquoi? Elle nous ramène 30 ans en arrière, 1992. Pourquoi vous avez voulu cette photo? J'ai voulu cette photo parce que nous étions dans une période extrêmement difficile. Donc l'économie de la Martinique était en grand péril, puisque c'est essentiellement la banane que nous avons comme produit d'exportation pour faire entrer des devises. Et la population martiniquaise était derrière tout cela. J'étais député, je suis au service de la population. Donc ce combat essentiel, déterminant, il fallait que je sois présent. Il y avait du danger, parce qu'on disait qu'il était fort probable que les forces de l'ordre allaient intervenir pour faire partir l'aéroport. Je dis, bon, si cela se produit, bon, il faut que je sois parmi les gens, puisque d'autant plus que j'étais élu du Nord-Atlantique et les planteurs de bananes sont essentiellement dans ce secteur-là. J'étais donc là, ma place était là et nulle part ailleurs à ce moment-là. Si les forces de l'ordre devaient intervenir, bon, j'aurais été pris comme tout le monde dans cela, mais peut-être aussi que, se disant, bon, il y a un député sur place, il faut y aller mollo, donc je ne sais pas. Mais c'était là pour ça. Et c'était assez... il y a une chose qui est assez drôle qui s'est produite à ce moment-là. J'étais là, donc j'ai été accueilli par des planteurs, et vous avez un confrère qui est Jean-Jacques Semoun, qui était à RCI à l'époque, qui était présent également, et qui vient me trouver pour me demander une interview. Je lui dis, bon, je ne suis pas là pour RCI, je suis là pour la population, donc je ne donne pas d'interview, je ne suis pas venu au spectacle. Là. Maman, vous t'es fâché contre moi? Depuis ça, j'ai eu très peu ou pratiquement pas d'invitation à RCI parce que j'avais pratiquement insulté le confrère. Alors qu'en fait, je ne sais pas moi, on vous invite, vous ne pouvez pas y aller, vous dites non, c'est tout. Mais il aurait dû comprendre ça, mais ça n'a pas été le cas du tout. Vous gardez un bon souvenir de cette mobilisation parce qu'on avait effectivement senti une Martinique soudée à cette époque? Ah oui, oui, un excellent souvenir. Pour voir les tas de gens qui portaient à manger, qui portaient à boire, qui portaient pour nourrir les gens qui occupaient l'aéroport. Là, vraiment, c'était un moment extrêmement intéressant où j'avais le sentiment qu'existait un peuple martiniquais et que le peuple était venu défendre ses planteurs, et son économie bananière, quoi. Et ça, c'était excellent. Bon. Aujourd'hui, ça a disparu. Donc c'est pour ça que j'ai voulu montrer que ça ne fait pas très très longtemps. Hein. Bon, il y a 30 ans, 30 ans, c'était là. Bon, mais aujourd'hui, le peuple martiniquais, où est-il? On ne sait pas. Voilà. Alors, une autre photo, Guy Lordino, qui va vous rappeler un épisode lui aussi douloureux, c'est cette manifestation contre le chlordécone. C'est un dossier qui vous a laissé un goût amer. Parce que vous aviez à l'époque, en tant que député, souhaité la prolongation de l'utilisation de ce pesticide. Alors, peut-être pas forcément bien conseillé. Et quand vous avez été auditionné par la commission d'enquête, vous avez clairement dit que c'était de la faute de l'État. Qu'est-ce que, avec le recul aujourd'hui,
Qu'est-ce que vous nous en diriez? Oui, bon. Je vais répondre à cette question. Je crois que, bon, aujourd'hui, je suis complètement détendu par rapport à ça, Oui. complètement. C'est un épisode qui a été douloureux pour vous, à divers registres. Oui, oui, je vais vous dire pourquoi il a été douloureux tout à l'heure. Je vais vous raconter comment ça s'est passé, cette affaire. Je suis député du Nord-Atlantique et tous les syndicats d'exploitants agricoles, excepté les très gros, les béquets, me soutiennent. Et mon suppléant, Henri Eugène, est un dirigeant agricole également. Donc ils me disent, bon, ça y est, on interdit le chlordécone, comment on va faire pour détruire le charançon, etc. L'économie est menacée. Il faut faire une intervention. Bon, je me dis, bon, si le produit est interdit, c'est parce qu'il est dangereux, donc il faut voir. Et j'en parle au ministre de l'Agriculture, à l'époque, Henri Nallet, qui me dit, bon, ça y est, on se tutoie là, tu peux poser la question, mais je vais te répondre non. Bon. Non, que le produit n'est pas dangereux. Non, quand le produit, on ne va pas prolonger. J'ai demandé la prolongation. Oui. Non, on ne va pas prolonger. Alors je dis, OK. Je pose la question, effectivement, parce que si je ne la pose pas, les exploitants agricoles vont dire que je ne suis pas. Que je ne les aide pas. Bon. Bien que sachant que la réponse sera négative, je pose la question de manière officielle. C'est paru au journal officiel. Et la réponse, effectivement, qui m'est donnée est une réponse négative. Bon. Les exploitants continuent à me harceler. Bon, parce qu'à l'époque, c'était quasiment le seul moyen de lutter contre le charançon. Bon, je fais des lettres à côté, mais bien évidemment, la réponse est négative. Bon. Il se trouve qu'il y a eu une utilisation bien au-delà de la limite où c'était interdit. Bon. Mais pendant cette période-là, où tout le monde le savait, aucun député, aucun sénateur n'est intervenu pour dire attention, il faut faire quelque chose, quoi. Qui est responsable de cette situation du contrôle des pesticides? C'est l'État. Ce qui avait donné l'autorisation, c'est l'État. Donc c'est l'État. Et d'ailleurs, monsieur le président Macron, quand il est venu ici en Martinique, a reconnu la responsabilité de l'État. Donc c'est l'État qui est responsable. Bon. Mais les choses se passent. Donc, 92, il y a ce problème. En 2007, c'est-à-dire combien 15 ans après, oui. Il y a des élections législatives où je suis candidat. Il y a un autre candidat, Louis-Joseph Moscow. Entre-temps, l'Assemblée nationale avait décidé de faire un rapport sur l'utilisation du chlordécone, confié à Philippe Edmond Mariette, également député. Alors tous les deux, ils voient dans le dossier ma question, mes lettres, et disent, bon, ça y est, c'est Guy Lordino qui a fait le chlordécone. Et puis tous les jours, une émission qui a toujours d'ailleurs sur Martinique Première, tous les jours, je suis bombardé. Vous étiez un peu le bouc émissaire. Voilà. Il y en a qui disent que je l'ai fabriqué, etc. Bref, je suis M. Chlordécone, celui qui a empoisonné les Martiniquais. Donc ceci ne m'embête pas particulièrement. Mais où j'ai eu quand même mal, c'est que ma fille, celle qui est décédée, elle avait déjà son cancer. Et le cancer est alimenté par tout stress. Oui, c'est ça, le stress. Et de voir son père accusé de cette manière, tout à fait injustement, puisque j'ai fait ce que les gens m'avaient demandé, mais la réponse était négative. Elle a écrit une lettre qu'elle a adressée à Joëlle Ursule. Joëlle Ursule, une chanteuse guadeloupéenne, qui avait fait et cause pour, je ne sais pas pourquoi, m'avait traité de chien de député qui avait introduit le chlordécone. Ma fille a fait une lettre, qui est une fort belle lettre, très, très dure, enfin qui m'a monté giclé la main ça. Donc c'est ça qui m'a fait mal. Parce qu'elle dit dans cette lettre, finalement, bon, ok, on dit ça, mais mes petits-enfants, ses enfants à elle, on dit que leur grand-père était un salopard. Alors qu'en fait, il n'en est rien du tout. Et il disait à Joëlle Ursule, bon, toi, tu donnes des téléphones à tes enfants tout petits, tu fais tout ça. Donc, si dans 30 ans, on te dit que ça leur aura détraqué le cerveau, qu'est-ce que tu pourras leur dire, quoi? Donc, bon, voilà. Mais c'est ça qui m'avait choqué. Mais depuis, j'ai dépassé ça, dit, bon, enfin, ça qui fait fait. Hein. J'ai ma conscience parfaitement tranquille par rapport à ça, quoi. Ouais. On avance avec une autre photo, Guy Lordino, qui elle, est encore plus récente.
Ce sont ces barrages de fin d'année, de la fin d'année 2021 que vous avez aussi vécu, hein, Oui. que la Martinique a connu. Quel regard vous avez porté vous portez encore sur ces événements, sur cette espèce de révolte populaire déclenchée par un certain nombre de Oui. phénomènes et notamment par la contestation du pass vaccinal? La contestation du pass vaccinal, évidemment, c'est une chose que je comprenais, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont entraîné ces manifestations. Notamment le fait que beaucoup de jeunes sont totalement désœuvrés, ils n'ont pas d'emploi, ils sortent d'un système éducatif qui est défaillant. Il y a même un ami qui disait que l'école en Martinique produit l'échec, ce qui, quand on regarde bien, est vrai dans très nombreux cas. Et beaucoup de jeunes sortent de l'école avec ou sans diplôme, mais sans perspective d'emploi, sans perspective d'avenir dans le pays. Bon, avec en même temps tout ce qui arrive comme drogue, comme images de violence dans les télévisions et les réseaux sociaux. Donc c'est facile de se laisser aller à cela. Quand en plus on a des parents dont certains sont encore au lit quand leurs enfants vont à l'école, donc il n'y a pas d'autorité parentale, donc la situation est vraiment très très difficile. Donc les jeunes se révoltent, ils se révoltent contre tout ce qui existe, et puis il y a des armes qui circulent. Donc des armes, quelquefois des armes de guerre, donc sur ces barrages, il y a donc de tout n'importe quoi. Et ce que je n'ai pas compris, c'est que les élus n'ont pas été à côté, sur les barrages, pour dire aux gens qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas eu d'intervention de l'autorité publique élue pour tenter de faire arrêter, stopper cela. Alors, mais vous n'avez pas été surpris par cette explosion parce que vous considérez qu'il y avait toute une série de facteurs qui alimentaient ce ras-le-bol en fait, de la population? Je n'ai pas du tout été surpris et je suis encore inquiet. Je ne sais pas si demain, il ne va pas y avoir une nouvelle explosion motivée par n'importe quoi. Enfin, un incident. En décembre 1959, c'était un incident entre un automobiliste et puis un blanc. Un tel incident peut se reproduire. Et puis, manque de peau, il y a quelques excités qui sont à côté, qui déclenchent quelque chose, mais des pinés en combat, tout le monde. Enfin, tout le monde. Pas tout le monde, il y a des tas de gens qui déferlent. On voit souvent ça, des motards qui arrivent en groupe quelque part parce qu'il y a un incident. Donc, c'est une chose qui n'est pas maîtrisée, qui est difficilement maîtrisable, mais qui peut se reproduire à n'importe quel moment, me semble-t-il. Et j'ai été un peu choqué de voir que la réponse à ces manifestations, la réponse de l'État, a été l'envoi du GIGN ici, alors qu'il fallait, la moindre des choses, il faut négocier, il faut discuter, il faut rencontrer les gens, quoi. Bon. On sent que vous parlez d'une Martinique blessée et la photo de l'article qu'on va voir d'une tribune que vous avez rédigée il y a 2 ans environ sur le quotidien France Antilles. Oui. On en parlait tout à l'heure. Vous disiez votre crainte de voir la Martinique se dépeupler, en fait, notamment de ces jeunes, et de la voir. Bon, vous avez clairement utilisé, et vous, je crois que vous le revendiquez, le terme de génocide par substitution cher à Aimé Césaire. Vous avez eu des réactions très violentes à l'issue de cette tribune. Ça continue encore aujourd'hui. Mais malgré tout, vous assumez cette position, Guy Lourdineau. Vous considérez qu'effectivement, la Martinique, la population martiniquaise aujourd'hui, est en danger de remplacement. On a entendu parler de grand remplacement, on n'ira pas jusque-là. Mais... Oui. Pas de comparaison hasardeuse, mais enfin, c'est quand même ça qui risque de se produire. Et c'est le cas d'ailleurs en Guadeloupe aussi, où ils sont encore plus menacés que nous. Mais c'est dur quand même comme constat. C'est dur comme constat, mais c'est un constat. C'est une réalité. Et une réalité que personne n'ose affronter pour apporter des solutions. Nous avons ici beaucoup de... Bon, quand j'étais enfant, les fonctionnaires blancs qui arrivaient en Martinique, on les appelait des Européens. Maintenant, on dit des métros, on dit, je ne sais pas ce qu'on dit, là, c'est des Européens. Mais ce sont des habitants d'Europe, des Européens. Ici, il y en a de plus en plus. Il y en a qui sont très bien. Il y en a qui sont dans l'éducation nationale, qui font leur travail parfaitement bien. Ils n'ont simplement pas la culture martiniquaise pour la transmettre, mais ils font leur boulot. Et même, je dis, dans certains établissements scolaires, collèges, lycées, quand il y a des activités extrascolaires à développer bénévolement, on trouve des Européens et très peu de Martiniquais. Les Martiniquais disent, si je ne suis pas payé, je n'y vais pas.
eux, ils y vont bénévolement. Dans le domaine de la santé, il y a beaucoup d'Européens également qui font parfaitement leur boulot, qui respectent les Martiniquais. Ça c'est fondamental. Respect des Martiniquais. Les Martiniquaises sont des hommes. Bon, il n'y a pas de race noire, race blanche. On emploie ce terme familièrement, mais l'homme, c'est un homme. Certains, beaucoup, viennent et puis respectent le Martiniquais et la Martiniquaise, respectent l'enfant martiniquais à l'école, respectent le Martiniquais dans son cabinet. Ça, c'est la majorité d'entre eux. Il y en a d'autres qui n'ont aucun respect pour le Martiniquais et la Martiniquaise. Ils sont ici en pays conquis. La Martinique, c'est une colonie, ça en a encore, donc ils sont chez eux. Et c'est ceux-là que vous voulez combattre. Et c'est ceux-là que je veux combattre. Et c'est ceux-là d'ailleurs qui me déraillent pour parler familièrement dans les réseaux sociaux et ailleurs. Donc ça. Et ceux-là, manque de peau, sont encouragés dans leur comportement hautain par rapport aux Martiniquais, par la haute administration, qui est toute, à une ou deux exceptions près, composée de blancs européens. Donc ceux qui aujourd'hui sont employés dans les services décentralisés de l'État, comme on dit. Oui, les chefs de service, voilà. La justice est également des blancs européens. Donc c'est assez extraordinaire de voir un prévenu qui ne sait pas parler français. Donc, comme le magistrat non plus ne sait pas parler créole, eh ben, il faut un interprète pour... donc, ça c'est pas acceptable dans un pays tel que le nôtre, quoi. Bon, mais ça dure depuis toujours, puisque la départementalisation n'a rien changé à cela. Donc, ceux-là, ils encouragent ceux qui sont là, et puis il y a une espèce de copinage, on entraîne des amis, mais venez ici, il y a des terrains à vendre dans tel endroit. Donc, parce qu'en plus, les Martiniquais, eux, vendent leur terrain au plus offrant. Le plus offrant, c'est le... Mais est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'une catégorie de la population, notamment les fonctionnaires, qui peuvent accéder à la propriété? Le problème, c'est la conscience politique. La conscience d'être martiniquais. Le vouloir rester martiniquais qui n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aucun parti politique avec des militants pour expliquer aux gens d'où nous sortons, où nous allons, etc. Nous avons fait... En 1971, en août 1971, il y a eu une convention au Morne-Rouge où on développait des thèses, les Guadeloupéens, le Martiniquais, le Guyanais, le Martiniquais, le Guadeloupéen, le Guyanais, ce qu'il fallait pour qu'il reste lui-même. Bon, rien de ce qui a été décidé n'a été fait. Au contraire, donc, tous les élus qui se sont succédés ont demandé l'assimilation, application des mêmes lois sociales ici. En France, application du RMI qui a été une catastrophe chez nous. Bref, donc... les gens vous disent, effectivement, un bénéfice par la Bosch, monsieur vient acheter, bon, il est blanc peut-être, mais il a moins plus d'argent que l'autre, donc je vends. Alors, c'est un problème qui est un problème politique, mais qui aboutit à cela. Et dans peu de temps, peu de temps à l'échelle d'une vie humaine, ben, on sera dépossédé totalement de ce pays. Et ce que j'ai écrit là, en juin 2020, à quelques mots près, je l'avais écrit en 1990. Parce que nous avions eu un débat à l'Assemblée nationale, et je disais dans ce débat qu'il fallait qu'en 1992, au plus tard, nous prenions les bonnes directions pour inciter les Martiniquais, enfin les gens d'outre-mer, à avoir de bonnes habitudes, sinon c'est foutu, on sera perdu. Effectivement, on dégringole, voilà. Guy Lordino, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va essayer de terminer l'émission en accéléré avec la rubrique politique. Mais juste avant, vous avez écrit un texte sur la prise en charge du grand âge en Martinique. C'est un sujet qui vous inquiète, en quelques mots. La prise en charge des seniors, des aînés martiniquais aujourd'hui, vous avez beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Oui, parce que les seniors, tous les enfants sont partis, ils sont en France, donc quelques-uns se sacrifient pour revenir auprès de leur papa, leur maman malades et qui va tarder à mourir, mais finalement, ils sont... En plus, parquer quelques-uns dans des EHPAD, mais c'est très cher, c'est pas à porter tout le monde. Beaucoup vivent tout seuls, donc dans des conditions difficiles. Et je dis que la solution serait de remettre un peu de vie dans les quartiers pour que ces gens-là puissent rester chez eux,
où ils ont déjà leurs habitudes, où ils peuvent cultiver avec l'aide de jeunes leur terrain, manger des produits du pays, manger sainement. C'est une préoccupation qui est essentielle et qui est déterminante, à mon avis, aussi pour l'avenir, parce que ce sont des jeunes qui peuvent, les jeunes du pays, les jeunes, leurs enfants, leurs petits-enfants, les voisins, qui peuvent prendre en charge tout cela. Par exemple, en remettant en culture tous ces jardins en friche que nous avons un peu partout, qui nous permettraient de consommer des produits sains, au lieu de consommer ces produits chimiques que nous consommons à volonté, ou ces produits McDo dont les enfants aujourd'hui raffolent, ce qui crée un problème considérable, augmentation d'obésité, une maladie, l'obésité véritablement qui... Oh là là, nous n'y problème. On termine avec la rubrique politique. Malheureusement, on va devoir aller vite, Guy Lordino, puisque le temps nous presse. Et on va commencer par une première photo qui va vous rappeler une période où vous étiez très actif au niveau de l'Hexagone. Oui. C'est cette période où vous étiez député et vous aviez créé cette lettre du député. Oui, oui, oui. C'était une lettre qui avait donc pour but d'informer pas les électeurs, enfin les citoyens martiniquais de mon action à l'Assemblée nationale, de ce qui Vous avez été député pendant 5 ans, 88-93. C'est ça, oui, pendant 5 ans. Donc ce dialogue-là me paraissait important. En plus d'une démarche que je faisais, régulièrement, j'allais dans toutes les communes rencontrer des gens divers, pas des catégories, tout le monde. Je rencontrais, faisais des réunions et puis on discutait de ce qui se passait, de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais rapporter comme problème détecté dans le pays. C'était une période très, très intéressante. Et cette lettre-là, c'est la dernière du genre, celle qui était ma lettre bilan, en quelque sorte, et dans laquelle je décrivais rapidement les actions que j'avais menées, avec un succès tout mitigé, puisque je n'avais pas été suivi par mes autres collègues, disons. Voilà. Oui. Vous conservez malgré tout un bon souvenir de cette période à l'Assemblée nationale, où vous avez eu l'impression d'agir pour la Martinique? Oui. J'avais là plusieurs objectifs importants que j'ai rappelés là. Le premier objectif, c'était donc de gérer le pays par une assemblée unique, car nous sommes ici dans un pays où il n'y a pas 400 000 habitants. Une petite ville en France a un maire, mais c'est tout. Ici, nous avons un conseil général, un conseil régional, 34 maires, des communautés de communes, enfin bref, une suradministration qui était stérilisante pour l'action véritablement politique. Donc, je voulais une assemblée unique. Bon, ça s'est fait tardivement, mais ça s'est fait. J'avais une deuxième chose importante, c'était unification de la gestion de l'eau. Au lieu d'avoir plusieurs syndicats d'eau, des communes qui gèrent eux-mêmes l'eau, des tarifs différents entre Sainte-Anne, Grand-Rivière, Fort-de-France, enfin bref, mettre une structure unique, toujours 400 000 habitants, pas beaucoup. En France, c'est le maire tout seul qui gère tout ça. Bon, non, ça n'a pas abouti, mais il paraît que ça va aboutir très, très prochainement. J'avais un autre objectif qui était important, qui était l'octroi de mer, pour pouvoir abaisser le coût de la vie. Donc, ça n'a pas encore abouti, mais il semble que l'Europe va arrêter ça bientôt, il semble, j'espère. Mais ça abaisse le coût des produits. Donc, j'ai fait cela, mais j'avais réussi, par contre, à mettre en place une assemblée du tourisme unique. Il y avait un office départemental, un régional, on n'en a fait qu'un seul. Et puis, il y a une chose que j'ai faite, évidemment, ça a été... pas pour les Martiniquais dans leur ensemble, pour les partis politiques, bénéficier de l'aide de l'État. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide de l'État, il faut avoir un certain nombre d'élus. Mais en Martinique, en Guadeloupe, ce n'était pas possible. Donc il fallait obtenir un amendement, une dérogation. Le seul député qui était présent au moment où ça se votait, c'était moi. Donc c'est moi qui ai fait remarquer. Donc si les partis politiques ont voulu recevoir une aide de l'État, c'est grâce à moi. Bon, c'était une bonne chose peut-être, mais aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose parce que ces partis n'existent plus. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Il n'y a plus de citoyens conscientisés sur quoi que ce soit. Enfin, c'est pas bien. Enfin bref, c'est fait. Peut-être qu'un jour, on va avoir des gens qui utilisent cet argent pour former, conscientiser la population. Une autre photo, Guy Lordino, qui va vous rappeler quelques souvenirs, c'est une pose de première pierre.
Ça fait partie de la vie. Alors là, c'était le député ou le maire qui posait la première pierre? Le maire. C'était le maire. Première pierre du stade de Mont-des-Esses. Oui. Bon, voilà. Donc, il y avait un seul stade à Sainte-Marie, Mont-des-Esses n'en avait pas, donc nous lui avons construit ce stade-là. Et ça, c'est typiquement la vie d'un maire, c'est-à-dire l'ancrage local et la promotion en fait de la vie locale, absolument, du territoire local. Absolument, absolument. Et ça, c'était vraiment une grande joie pour moi parce que Sainte-Marie et ces deux communes, en fait, c'est la commune de Sainte-Marie et la commune de Mont-des-Esses. Les gens de Mont-des-Esses vivaient davantage sur Trinité que sur Sainte-Marie et je voulais les ramener à Sainte-Marie. Ça, c'était un élément pour pouvoir les maintenir sur place. Mais il y avait d'autres projets, mais qui n'ont pas pu être exécutés puisqu'on m'a viré. Vous êtes quand même resté, vous avez quand même été maire pendant 25 ans. 25 ans. Une autre photo, il nous reste très peu de temps. On va terminer par deux photos très politiques. Oui. La première, c'est une avec Lionel Jospin. Alors, je suppose que c'était soit à l'époque où il était Premier ministre, soit à l'époque où il était candidat. Alors, c'est laquelle? Non, là, il était ministre de l'Éducation nationale je me suis trompé, voilà, de François Mitterrand. Absolument. Et il était venu en Martinique, on l'a rencontré donc à Sainte-Marie pour mettre en place une politique de la ville dans les quartiers. Politique pour laquelle Sylvain Faraudier, dont je parlais tout à l'heure, avait beaucoup œuvré. Il avait fait des choses très positives à la suite de ce passage-là. Les relations que vous aviez à l'époque avec les représentants, les ministres notamment, et les représentants de l'État, étaient comment? Parce que c'est vrai que vous avez toujours été très critique envers l'État. Oui. Est-ce que vous avez malgré tout rencontré entre autres peut-être Lionel Jospin, des ministres ou des représentants de l'État qui comprenaient la cause martiniquaise? Non, très peu. Lui, oui, Lionel Jospin. Mais il y a une chose qui était assez extraordinaire. J'étais très bien apprécié, accepté au sein de l'Assemblée nationale. Mais au gouvernement, j'étais un emmerdeur. Parce qu'en fait, l'allié du gouvernement ici principal, c'était le Parti progressiste martiniquais, dont je ne faisais pas partie, et qui me considérait comme un adversaire. Donc j'étais mal vu. Mais il y a une chose qui m'avait beaucoup marqué, lorsqu'il a été question de voter la loi sur le RMI. Donc moi, j'ai plaidé... Revenu minimum d'insertion qui avait précédé le RSA. C'est ça, oui, c'est ça. Je disais qu'il ne fallait pas l'appliquer immédiatement tel quel en Martinique parce que ça allait poser beaucoup de problèmes. Les gens auraient des revenus de l'assistance, le RMI, équivalents à des tas d'employés à temps partiel, etc. Donc ce serait embêtant. Et cette position était très bien comprise de mes collègues députés à l'Assemblée nationale. Et n'était pas partagé par mes collègues antillais. Bon, le président de l'Assemblée, qui était Laurent Fabius, a fait venir le Premier ministre, Michel Rocard. Et Michel Rocard nous a écoutés et il comprenait ce que je disais, il partageait ce que je disais. Mais il a interrogé son allié ici. Et son allié lui a dit non, on fait comme la France métropolitaine. Donc ça a été fait. Donc une position parfaitement logique, admise par les députés, droite et gauche, par le Premier ministre, Michel Rocard, mais finalement, ça donne le résultat qu'on connaît, et puis avec les conséquences que l'on vit aujourd'hui. Et puis, Guy Lordino, on va terminer avec cette photo qui met en scène un préfet que vous avez bien connu, Michel Cadot, et avec des personnes que vous souhaitiez voir mettre en valeur. Effectivement, Michel Cadot, un homme de cœur, un homme profondément humain. Et à côté de lui, Adrien Jox, un homme de reculé qui ne parle pas le français, mais qui joue de l'accordéon. Et à côté de lui, il y a son professeur d'accordéon, et tous les deux s'entendaient bien. Monsieur Michel Cadot a mis son enfant, inscrit son enfant à l'école d'Adrien Jox. Et il m'avait demandé de lui recommander des gens qui, à mon avis, pourraient mériter une reconnaissance nationale. Je lui ai recommandé Adrien Jox, qu'il ne connaissait pas encore à l'époque. Il a fait partir le dossier et Jox a été nommé officier de la Légion d'honneur, dans l'ordre du mérite. À cette remise de diplôme assistait bien évidemment le préfet, le maire
et M. Joseph Catherine, un Samaritain qui est également médaillé dans l'Ordre national du mérite, qui connaît Adrien Joxe. Ce qu'on peut remarquer sur cette photo, qu'il n'y a aucun autre médaillé. Parce que les autres médaillés, c'est la tradition, ils sont présents lorsqu'ils adoptent quelqu'un de nouveau, mais Joxe, c'est Antignac-Campagne. Donc, ces mulâtres-là, pas dérangé Koyo pour Antignac-Campagne, évidemment. L'autre chose que je fais remarquer, c'est que Michel Cadot, qui est devenu préfet de police de Paris, qui est actuellement préfet de la région de la France, homme très proche des gens, donne une image du préfet qui est totalement différente de celle que donne le préfet actuel. Le préfet actuel, je lui ai écrit à 3 reprises pour lui signaler, faire part de réflexions sur la situation du pays. Moi qui suis un ancien député, il ne m'a jamais répondu. J'avais une réponse de principe disant, bon, j'ai reçu le dossier, je vais en prendre connaissance avec plaisir. Mon parent ne me donne rien. Donc vous voyez la différence qu'il y a entre quelqu'un qui était préfet et aujourd'hui quelqu'un qui gère le pays à la place peut-être de nos élus et puis qui n'est pas à l'écoute des Martiniquais. Alors mon Dieu, on est mal barré. Pour conclure, Guy Lordino, justement sur cette relation que selon vous, nous devrions avoir avec l'État central, comme on disait à l'époque, en l'occurrence, les relations entre les élus locaux et puis le gouvernement. Est-ce que vous considérez que ces relations aujourd'hui n'ont plus véritablement de fluidité? Est-ce que c'est vraiment devenu très, très compliqué? Il y a une chose que je ne comprends pas. Nous sommes en période de décentralisation et nous mettons en place des élus. Ce sont les élus qui sont responsables du développement économique, de la culture, bref, ce sont les élus qui gèrent le pays. À côté de ça, il y a un préfet qui gère l'administration, qui est chargé simplement de contrôler la légalité de l'action des élus et qui est chargé de la police. Or, c'est le préfet qui apparaît encore comme le maître en Martinique. Ceci biaise tout à fait les relations que la population peut avoir avec ses représentants. Les représentants n'étant pas présents face au gouvernement, disant voilà ce que nous voulons pour notre pays dans le cadre de la décentralisation, on ne sait pas où on peut aller. Donc c'est totalement biaisé, totalement factice, d'où le désarroi de plus en plus important d'une grande partie de la population. Il faut impérativement inverser cette tendance et faire en sorte que nos élus, ceux que nous avons votés, qui ont été mis en place, ce soit eux qui gèrent véritablement le pays avec, bien évidemment, un respect des lois qui s'imposent à tous. Merci beaucoup Guy Lordino d'avoir été notre invité. Vous avez été fidèle à vous-même, vous avez dit clairement ce que vous pensez. Merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt.